unique aux hirondelles. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, elles prennent encore leur marque sur le fil électrique. Ah, je vois passer l'ombre d'un oiseau. Pipi, 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 pipi. Bientôt, elles rentreront ici, chercheront à nicher. Adorables petites choses. Et puis, hier, je suis sortie vers le crépuscule parce que c'était vraiment étrange. Ça avait été quand même ensemencé toute la journée et les couleurs étaient de plus en plus intenses et c'est resté assez longtemps. Vraiment plus longtemps qu'un coucher de soleil ordinaire. Il paraît que le grand Goethe disait « Nul homme ne peut observer un coucher de soleil plus de 15 minutes ». J'ai pas compris tout de suite, mais effectivement, ça ne dure pas tellement plus longtemps, sous nos contrées en tout cas, France, Allemagne. Après, c'est très différent. Plus on monte et plus ça dure. C'est l'inclinaison de la Terre, ou du Soleil, enfin des rayons, enfin je ne sais pas. Et je me faisais la réflexion hier, je ne sais pas à quoi je crois. Non, je ne peux pas croire au bourrage de crâne de la MapMonde. Ça, je ne peux pas. Mais vous savez, ils ont tout ça sur leur bureau, en fond d'écran, en fond d'écran une grosse terre boule façon 3D, sinon ils ont un planisphère, mais le planisphère ordinaire, enfin, puis la MapMonde, l'objet de bureau, l'objet scientifique décoratif pseudo-scientifique de bureau. Mais même Sidi Hamza Panamza, il a ça quand il fait ses petites présentations là. Très belle d'ailleurs, en noir et blanc, sur son bureau, il y a 2-3 trucs qui sont des objets symboliques et il y a une MapMonde, il y a un globe. À quoi sert le globe ? À montrer que vous avez une éducation de type universitaire, que vous êtes sérieux. Vous êtes allé à la fac au moins un peu pour regarder les autres de haut et puis que, vous êtes rationnel. Ouais, sérieux, crédible, terre-boule. Oui, parce qu'il n'y a que les abrutis qui sont pas allés à l'école ou qui ont une araignée au plafond qui croient que la Terre est plate. Alors ne pas être allé à l'école de nos jours, dans les pays occidentaux, va falloir chercher vraiment loin. Non, même si tu vas pas à l'école, ce qui maintenant est interdit d'ailleurs, il y a les cours du CNED et les évaluations, c'est-à-dire les contrôles, les choses comme ça, qui déterminent si tu peux continuer à faire à distance ou si tu vas être réinjecté dans le système scolaire. Et puis la fac, l'université, 1 an ou 2, c'est vite fait. Il y a plein de gens. Ceux qui n'ont pas fait les études techniques, bac technique ou même pas de bac du tout et qui ont commencé à travailler, il y a quand même énormément de gens qui sont allés au moins un peu à l'université. Donc voilà, les gens qui s'interrogent sur le bien fondé des arguments mis en face du pauvre gnomon d'Ératosthène et des photos bidonnées de la NASA, c'est pas des débiles, c'est pas des analphabètes. Mais il faut bien montrer qu'on est dans la droite ligne d'un fonctionnement mental rationnel, académique, autorisé, quoi. C'est ça la terre boule. C'est aussi, je suppose, un signe de ralliement, alors que beaucoup de gens font sans le savoir, un peu comme les gens qui font leurs photos en faisant lever de la victoire ou en se cachant un œil, pour rigoler, quoi, avec un objet, avec la main. Quand on a été vraiment imprégné d'images, on les fait constamment, comme ce signe 666, joindre le pouce et l'index, qui d'ailleurs est un mudra, qui est toujours employé dans un contexte d'argumentation précise. Voilà, ça c'est de l'imprégnation. C'est du langage par geste, même si le geste lui-même a été à dessein associé à ce concept de précision. En tout cas, je m'interroge, effectivement, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Comme on ne peut pas aller vraiment dans les régions antarctiques et se faire une idée par soi-même, si ça correspond, enfin les horaires d'ensoleillement correspondent au modèle Terre-boule ou au modèle Terre plate. Il est vrai que, m'étant trouvé pas très loin du cercle polaire, bon, pas mal au sud, mais pas mal au sud relativement, c'est-à-dire quand même avec le soleil de minuit et puis 2 heures entre le coucher du soleil et son lever. Je sais pas, 2 ou 3 heures, mais pendant lesquelles on est dans un crépuscule de l'ouest, crépuscule de l'est. Et les deux se fondent. Donc ça va assez bien avec une idée de soleil qui est assez proche, qui décrit un cercle plus serré, comme l'intérieur du manège, et le temps qu'il disparaisse et qu'il réapparaisse, en fait, il est suffisamment près pour donner
donner sa lueur. Alors que vu d'ici, il s'éloigne suffisamment pour que sa lueur disparaisse. Ça, c'est le modèle de Terre plate, avec les saisons sur un modèle de Terre plate, de l'équateur jusqu'au pôle Nord. Voilà, moi, j'ai pas vu au-delà de ça, de mes yeux. Ouais, je regarde, moi, je suis allée jusqu'en Nouvelle-Calédonie. J'arrive jamais à savoir à quelle latitude c'est, je ne mémorise pas. Pardon, il faudrait que je regarde vraiment sur la carte officielle, hein, qui, pour moi, je vous ai dit, elle ne représente pas tout, elle ne peut pas tout représenter. Il y a des zones aveugles. Et ceci est mis en lumière pour moi par le fait que les routes aériennes ne sont pas cohérentes sur un modèle de terre boule. Elles le sont sur un modèle de terre plate et elles sont aussi peut-être cohérentes sur un tiers modèle, un autre modèle, mais qui cacherait des terres ou autre chose. Allez donc savoir des trous, des failles, des démultiplications d'espaces de Riemann au-dessus desquels il ne faut pas voler. Bah, rien, aucun vol ne passe par le pôle Nord. Aucun. On va me dire, mais si, regarde. Non, mais pas par le pôle Nord, autour. Il y a un trou, hein. Il y a un trou dans les routes. Je n'ai pas dit qu'il y avait un trou dans la Terre. Ça, j'en sais rien. Mais ça évite. Alors, ça évite de plusieurs centaines de kilomètres d'un côté, plusieurs centaines de l'autre, dizaines, je ne sais pas, au minimum, à minima, peut-être jusqu'à 80 kilomètres, j'en sais rien. Mais enfin, a priori, plusieurs centaines, par le nord-est, par le nord-ouest, par le plein nord. Et donc, au-dessus, ça fait comme vous savez, quand on tend des fils comme ça sur un cadre avec des clous, quoi. Ça délimite un vide. Bon, donc ça, ce sont des arguments quand même indirects. Ce sont tous des arguments indirects. Alors bien présentés, ils peuvent emporter le morceau comme ça dans une discussion, mais il faut bien nous souvenir que ce ne sont que des arguments indirects et les arguments officiels sont également des arguments directs. Parce que aller vérifier hein, comme les poids et mesures, l'appareil qui a mesuré la distance du Soleil ou des étoiles, quel est l'organisme de vérification ? C'est-à-dire qu'il faudrait encore faire confiance à un organisme, mais on sait que tous ces gens-là... ne rentre pas qui veut dans ce type de domaine d'activité. Donc je m'interrogeais vraiment. Et je voyais de toute façon que cette couleur rose du couchant, alors sur les photos, elle apparaît plus orangée. Il faudrait que je retouche un tout petit peu pour obtenir l'effet qu'on avait. Un rose vraiment très, très, très intense, contenant sa propre luminescence. Mais ce rose et cette qualité de rose un peu poudreux, parce que le ciel a l'air bleu, on est en train de s'habituer, mais le ciel n'est pas pur. Ce rose m'a beaucoup plus rappelé la couleur de ce qu'il était convenu d'appeler la pollution lumineuse quand j'habitais à Paris. Donc une espèce de plasma lumineux gris-rose dégueu qui éclairait fort bien l'intérieur des appartements. Bah, dès qu'on avait un peu la vue dégagée, c'est sûr, avec un vis-à-vis, ça rentre moins, mais on se voyait. Non pas comme en plein jour, mais on voyait tout, pas besoin d'allumer, quoi. En tout cas, voilà, j'ai fait une promenade hier et devant mes yeux écarquillés, s'est déployé une espèce de féerie de faux nuages. Alors avec des effets même d'ombre portée qui les rendaient grisés comme des fumées, puis après les ont fait luire des lueurs roses indirectes du couchant, ça c'est quand même intéressant. D'abord elles sont blanches, ces panaches, d'abord ils sont blancs, puis après ils sont dans l'ombre du soleil, donc ils sont gris, et puis après ils se teintent de rose. Ils sont plus dans l'ombre. Marrant, hein ? Il faudrait que je réfléchisse un peu à ça, que je dessine quelque chose. Ouais, c'est curieux. Question d'incidence de la lumière, et puis là, la couleur, les plasmas de couleur. J'étais la seule dehors à me promener comme ça. Photo sur photo, ouais, parce que ça change vite. En tout cas, oui, aussi je disais qu'au pôle sud, si la Terre était une boule, on aurait la même chose qu'au pôle nord. Mais ça n'a pas été rapporté. Ça n'a pas été photographié, mettons, par des gens comme moi, ordinaires. Donc tous ceux qui vont en Antarctique, hein, au pôle sud soi-disant, ils sont assermentés, accrédités, affidés, en tout cas, c'est pas n'importe qui. Oui, les croisières, mes fesses, les croisières. Je pense que les gens, ils regardent ce qu'on leur montre, et il faut quand même pouvoir faire des observations. Oui, l'ultime expérience des terreplatistes qui sont allés au pôle sud. Oui, mais ceux-là, tous ces terreplatistes américains connus, c'est aussi des gens qui roulent pour le maître de ce plan.
Sinon, t'es pas connu, tu restes dans ton coin et t'es ridiculisé au mieux, mais par les gens qui te connaissent, t'es pas connu. Si t'es connu, que ce soit Terre plate ou autre chose, enfin un dissident, fausse dissidence. Le système intègre sa propre critique. Puis avec des moyens, évidemment, avec des moyens. Et puis leur expérience, il y a des gens qui ont mis le nez dedans et qui ont dit, mais c'est comme sur les images des missions Apollo, les ombres ne correspondent pas sur une même séquence. Donc il y a des projets. Bien, donc c'est pas crédible. Pour que ce soit crédible, il faudrait qu'on puisse y aller par nous-mêmes et faire les mêmes observations qu'on a fait ailleurs, quoi. Que chacun établit son propre cahier des charges de ses observations et étalonne ses propres observations. Parce que tout le monde ne regardera pas la même chose. Un physicien et un photographe ne regarderont pas la même chose. Quoi qu'il en soit, c'était une promenade vraiment très étonnante. On sent bien qu'il n'y avait rien de naturel dans ces nuages, mais ils étaient quand même fantastiques au sens premier du terme, hein. Des filaments extrêmement longs qui se développaient à partir de petites masses pseudo-nuageuses, filandreuses, et c'était édifiant. Et je pense qu'en continuant à regarder ce que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire en l'occurrence le ciel, nous avons une occasion de nous relier au réel et voir ce qui est et ce qui n'est pas. Même si nous ne comprenons pas tout mentalement, nous voyons bien qu'il se passe des choses au-dessus de nos têtes. Et la simple contemplation avec l'esprit ouvert et l'esprit critique allumé aussi peut nous amener à différentes formes d'éveil, qu'elles soient spirituelles ou même intellectuelles. Le piège, c'est de vouloir les réponses trop tôt. Alors moi, ce que je propose, c'est de continuer à observer, de nous autoriser, bien sûr, d'interpréter trop vite, de trop généraliser, de tomber dans un excès ou un autre, bien sûr, parce que c'est le fonctionnement de l'esprit humain. C'est comme ça qu'on apprend, et c'est aussi comme ça qu'on joue un peu avec son propre esprit, parce que c'est pas joyeux tout ça. Donc tant qu'on n'est pas complètement dupe de ce qu'on raconte, on peut y aller. C'est un jeu de l'esprit, un support pour le jeu de l'esprit, sachant qu'au fond, une réflexion plus profonde est en train de s'élaborer si nous gardons les yeux et l'esprit ouverts. Les yeux ouverts et l'esprit intellectuel en état de fonctionnement. Parce que l'intuitif uniquement, on a vu ça, hein, le père Verlaine, il en parle en disant que les spiritualistes, enfin les soi-disant les ésotéristes, récusent l'intelligence. Non, mais ton cerveau rationnel, c'est de la merde et il faut, c'est vraiment l'intuition et puis tu vas avoir des visions intérieures et tu sauras, on va faire une super médite aux bougies. Bon, ça, moi pendant un moment, bon les super médites aux bougies, c'était pas mon truc, mais dire que le cerveau gauche c'était de la merde, je l'ai un peu fait. Hein. Ah. Ouais, c'était le facteur qui m'a envoyé ma lettre. Ouais, il est gentil. Avec sa petite casquette et ses lunettes impénétrables Men in Black. Mais que disais-je ? Oui, l'intelligence allumée. Oui, de fait de récuser l'intelligence. Et au titre du cerveau gauche qui, lui, est complètement rigide. Et, oui, il est rigide, mais il a aussi sa fonction. D'ailleurs, un petit mot en passant, il y a quelqu'un qui a dit « Oui, mais les contrôleurs, pour mettre au point leur stratégie de contrôle, ils l'ont bien créé à un moment, parce qu'on parlait de créativité, et dire que ces êtres-là et ces processus n'ont aucune créativité. » Mais alors là, c'est jouer sur les mots, parce que quand j'emploie le mot créativité, et je l'ai quand même suffisamment expliqué un certain nombre de fois, hein, Louis, essaye de suivre, s'il te plaît. La créativité, sont les attributs du cerveau droit. C'est une pensée qui se renouvelle. C'est pas créativité dans le sens faire un truc qui n'existait pas avant, comme un nouveau modèle de bagnole. Ça, c'est pas de la créativité. Pas forcément. Ça peut être l'amélioration d'une technique. C'est un processus mental qui ne part pas de rien. Qui part d'un modèle précédent, on voit que le truc marche pas, on améliore. La technologie, c'est ça, c'est l'amélioration constante de la technique, c'est un processus mental, mais ce n'est pas un processus créatif. La créativité, dans le sens où je l'emploie, c'est par exemple
le fait de... Oui, ça va peut-être en étonner certains, mais le fait de marcher sur un terrain inégal. Je me souviens de ça, j'étais avec mon sac à dos, je faisais le chemin des douaniers de Vannes à Guérande, et je me suis retrouvée à marcher sur des rochers, j'avais fait un petit détour pour aller au rocher, quoi. Et chaque pas, comme je maintenais un rythme relativement soutenu, chaque pas était un nouveau défi d'équilibre sur une arête, un plat, un petit rocher, un gros. Et ça, c'est... aucun pas n'est semblable au précédent, donc on ne peut pas se reposer sur... ben voilà, là j'ai fait un grand pas et puis je suis retombée bien à plat. Non, non, là il faut constamment éteindre le mental, qui ne peut pas dire ouais, fais des grands pas ou fais des petits pas ou fais ci ou fais ça. Il faut à chaque instant, quand on lance son pas, il faut réagir à comment le rocher va se présenter sous le pied. Est-ce qu'il est stable ou pas? Est-ce que... Voilà. Donc ça, c'est créatif. C'est-à-dire quand on est vraiment dans le pur instant et que, instant après instant, on se renouvelle. C'est ça, la créativité. La créativité, elle est aussi, par exemple, dans le domaine du rêve. Est-ce qu'on fait des rêves nocturnes d'imprégnation de ce qu'on a vécu pour digérer les tensions de la journée, ou est-ce qu'on réélabore des choses parce que dans la journée, on s'est posé des questions, on a observé les choses, on a fait de la peinture, et là c'est tout ce qu'on a cultivé de son esprit mental et créatif se recombine en quelque chose de neuf. La créativité, c'est la vie qui crée de la vie qui crée de la vie. Alors, élaborer des stratégies de contrôle n'est pas conforme à ce que j'appelle la vie. Donc, il ne faut pas confondre. C'est comme quand on dit loisir créatif, alors que dans le sachet, il y a le canevas qui est déjà pré-imprimé, il y a tous les fils en quantité qu'il faut, il y a le modèle et il y a les aiguilles. Non, mais là, il n'y a rien de créatif. Ni vous choisissez comment assortir les fils, ni vous avez dessiné le modèle, ni même vous n'avez à affiner votre technique parce que c'est juste expliquer comment faut faire. Donc là, c'est un abus de langage, créativité ou créatif dans ce sens-là. C'est pas du tout dans ce sens-là que je l'utilise. La créativité, c'est pas ça. La créativité, elle est de Dieu. C'est Dieu qui a créé. C'est ça dans la théologie. Parce que je m'adresse à quelqu'un qui a employé en plus ce mot créativité pour parler de l'activité mentale et qui est pourtant un croyant. Donc c'est d'autant plus choquant. C'est pour ça que quand les Américains disent beaucoup ça, la création, une créature et la création. Alors ça, pour nous, c'est complètement laïcisé. Mais création, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a créé le monde. Et manifestement, alors c'est là que c'est pas toujours clair dans leur discours, mais manifestement, le diable a dévié cette création. On pourrait le dire comme ça. On épiloguera un autre jour sur ce sujet, mais... Et créatures, ce sont des choses qui ont été créées par Dieu. Ou falsifiées par le démon, ou créées par le démon. Le démon n'a pas la capacité de créer, la capacité de singer, de falsifier. C'est en ça que le mot création est aussi important quand il se réfère à la vie. Nos facultés créatives, et j'allais dire de même que notre intelligence, d'où nous viennent-elles? De nous-mêmes. Tu as choisi de naître un homme quand tu es un homme, tu as choisi de naître intelligent quand tu es intelligent, tu as choisi de naître d'une constitution fragile quand tu es un homme, tu as choisi de naître pas très joli de traits du visage quand tu es une femme. Non, on n'a pas choisi ni ce qui fait le charme de notre personnalité, ni ce qui fait, disons, son manque de charme. On ne l'a pas choisi. On peut choisir de cultiver ce que nous avons de meilleur ou ce que nous n'avons pas de meilleur pour nous améliorer. Ça, le choix appartient à notre esprit mental, mais notre intelligence, d'où nous vient-elle? Nos dons artistiques, d'où nous viennent-ils? Eh bien, de Dieu. Oui, il y en a qui n'aimeront pas, mais nom de code, Dieu. La création, la créativité, la source de toute création, je veux dire, la vie qui crée de la vie. C'est pas toi qui as créé ton intelligence quand tu es né. C'est pas toi qui as créé ta conscience. C'est même pas ton cerveau qui l'a fait.
Ça y est, il y a encore beaucoup de tenants de la pensée académique qui s'accrochent à ça, mais ça y est, c'est déjà réfuté depuis longtemps. Ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience. Bien sûr que non. Donc évidemment, quand on dit ça nous vient de Dieu, on n'a rien dit, mais c'est à chacun de savoir ce que ça veut dire pour lui. Et dire moi je ne crois pas à Dieu, je crois au hasard. Bah dis donc, ton hasard il a bon dos, mais dans ce cas-là, si tu crois au hasard, il est très étonnant que tu te retrouves ici et je te conseille de ne pas m'écouter plus avant parce que tu ne seras pas satisfait par mes propos et en rien. Enfin voilà. Non, ce que la créativité n'est pas, c'est l'activité mentale. L'activité mentale est par essence non créative, elle est non linéaire. La créativité elle est linéaire, pardon. Elle est linéaire. Et le processus créatif est non linéaire, associatif. Donc l'idéal, c'est, je le répète quand même assez souvent, c'est de cultiver son intelligence, ses capacités de logique et d'expression, de même qu'on cultive sa part créative et intuitive. Créativité ne veut pas dire loisir créatif et intuition ne veut pas dire tirer les cartes. Non, ça ce sont les processus non linéaires, adaptatifs et associatifs du cerveau droit. C'est-à-dire, par exemple, continuer à contempler les nuages jour après jour sans forcément chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ça se passe et qui fait ça. Bon, faire taire ce monologue, cette série de questions constantes, il y a un moment pour se les poser et pour chercher les réponses si elles existent. Et quand elles n'existent pas, eh ben, reconnaître que pour l'instant, elles n'existent pas. Donc, éteindre cette petite voix, dire on n'a pas les réponses pour l'instant, donc on va continuer à observer. Ce qui est bien, c'est d'avoir les deux fonctionnements en bon état. Vraiment en bon état. Comme une maison, il faut que la tuyauterie fonctionne, il faut que l'électricité fonctionne, pas de court-circuit, il faut que la ventilation fonctionne, il faut que le chauffage fonctionne. Et puis aussi, il faut que ce soit bien agencé. Qu'est-ce qu'il faut ? Le mobilier qu'il faut, et que ce mobilier soit agréable à l'œil. Que les couleurs des revêtements ne jurent pas entre elles, sinon ça va tout le temps vibrer dans notre tête. Donc il y a un aspect aussi de ressenti, de poésie dans une maison, pas juste un aspect fonctionnel. Quoi que soit la maison, bien sûr. Bien. J'ai toujours devant les yeux cet étonnement de couleur rose-orangée et la longévité incroyable du coucher de soleil d'hier. Et j'ai mis quand même un certain temps à faire mon tour, donc quand même plus d'un bon quart d'heure, plus de 2 fois un quart d'heure. Et j'ai eu de ces couleurs et ces couleurs. Et je me demande si cette couleur rose serait tout simplement autre chose qu'une couleur de soleil couchant. Mais à se demander ce que sont les couleurs de soleil couchant. Je me souviens quand j'étais petite, on voyait de très beaux couchers de soleil d'été depuis la maison de Saône-et-Loire. On regardait là en direction de la roche de Solutré qui de cet endroit et de ce seul point de vue ressemblait à un sein de femme couchée. Au-delà des lignes de collines là-bas, dans la vallée où désormais passe le TGV, qu'on entend mais que Dieu merci on ne voyait pas de cette maison. Encore derrière ces lignes de collines du Clunisois, on voyait se coucher le soleil. C'était très beau. C'était souvent très beau, avec des tons de rouge, mais une pureté de l'air désormais oubliée. Et hier, j'ai entendu le rossignol, mais je l'avais déjà entendu dimanche, premier rossignol de l'année, 5 avril. Ouais, entre le 5 et le 12 en général. Voilà le rossignol revenu. Voici les hirondelles revenues. Ça gazouille. Ça gazouille pas non plus des masses, hein, mais ça gazouille. Dans cette lumière éteinte, ouais. Cette lumière privée de vie. Il y a de la lumière, il y a du soleil. On sent que l'air n'est pas pur. On sent que le bleu est sale. On le sent même en regardant d'ici à La Haye, je sais pas, 20 mètres. On sent qu'il y a
bah c'est pas beau, c'est pas une belle lumière de printemps, c'est pas doré, c'est pas... Et ça aussi, il faut continuer à le voir. Parce que c'est une façon assez bienvenue, ouais je sais, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais d'apprendre à se détacher sinon de ce monde, du moins de ce plan. Oui, parce qu'on dit de se détacher de ce monde, il va falloir tout laisser, tout, même notre corps, l'idée d'un corps. Non, j'en suis pas sûre. Moi, je serais plutôt pour changer de plan. Il y en a qui me disent, tu vas voir le monde, ça va s'arranger. Et comment vous pouvez me dire ça? Moi, vous n'avez rien compris, les gars. Hein. Dites ça à quelqu'un d'autre. Hein. Parce que là, vous essayez de vous convaincre vous-même. Mais non, le monde ne va pas changer. Mais peut-être nous, allons-nous changer de plan. De plan. Bah, toujours au même endroit, mais dans un autre plan. Un autre état vibratoire. Au même endroit. Et c'est peut-être pas une question de bouger géographiquement ou dans l'univers, ou peut-être pas du tout. Peut-être qu'il n'y a pas d'univers. Il n'y a que le point de la conscience où tu te trouves. Et tous ces points de la conscience créent la réalité. Ben oui. Mais il ne faut pas s'y mettre à beaucoup pour changer la réalité. La réalité de beaucoup ne signifie rien pour toi, puisque rien ne peut changer ton centre, sinon toi. Mais bon, je sais que je parle dans le vide avec tout ça. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, Prune, et puis après vous développez certains, hein, puis vous dites l'exact contraire, ou un truc tout à fait... qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Plus je précise ma pensée en donnant des images claires, en multipliant les métaphores, et moi je me fais comprendre. C'est pas grave. Peut-être que l'idée n'est pas de me faire comprendre, mais de faire naître en chacun d'entre vous la vision dont il a besoin pour s'extraire de cette dimension mortifère. Alors s'extraire tout en vivant dedans, ouais. Ça semble paradoxal, mais on a déjà parlé plein de fois, non? Voilà. Que faire d'autre dans la matière? Que faire d'autre sinon cultiver l'esprit? Et se regarder avec bienveillance, mais sans aucune complaisance pour nos péchés. Ouais, péché. Péché, c'est ce qu'on fait contre l'esprit. Bah, c'est se mentir à soi-même, c'est déjà un péché. Péché, c'est pas « Ah, c'est mal, flagelle-toi ». Non, un péché, c'est en soi une action contre Dieu, donc son émanation, le flux de vie. Donc quand tu pêches, c'est comme si tu donnais un coup comme ça vers l'avant, et qu'en fait ce coup que tu donnes contre un arbre ou contre quelqu'un, il te revient dans le dos. C'est ça la loi. La loi, bah ouais, c'est ça la loi. Alors les magiciens, ils contournent cette loi, ils font des trucs avec, mais il suffit de connaître cette loi. C'est pour ça qu'il faut être gentil, profondément gentil et honnête, parce que tout ce qui émane de toi, y revient. Bah ça se connaît, hein. Ah, plus on traque le mensonge et les petites mesquineries dans notre fort intérieur, plus les gens qui viennent à nous sont merveilleux. Puis les autres, ils ne font que croiser notre chemin. Mais ils ne peuvent pas nous atteindre. Quand bien même ils croient qu'ils le peuvent, ils ne peuvent pas vraiment, leurs coups sont déviés. Ah là là. Ouais, que faire? Sinon continuer un peu le jardin, ranger la maison, malgré tout, même dans les moments de déprime, oui, faire le vide, faire des choses qui ont du sens, même quand plus rien n'a de sens, parce que c'est notre responsabilité. Et c'est ça la tentation, plus rien n'a de sens, alors pourquoi je continuerai à faire des choses qui ont du sens? Mais ça, c'est la tentation de Satan. Ta droiture n'a besoin d'aucune justification. Voilà, j'étais partie pour badiner sur le coucher de soleil et en fait, je me suis retrouvée à disserter sur la réalité. Ça alors, je n'y arriverai donc jamais. Ouais, parce que j'étais en train de me dire, ouais, ça fait 2-3 jours que je me dis, non mais là, il est vraiment temps que je me trouve un mari. Un mari. Non, pas juste pour la chose au lit. Non. Non, un mari. Un homme, un vrai homme, genre un mec qui s'est posé un fil à linge bien tendu, comme l'a fait le jeune homme qui est venu me voir c'est le dernier dimanche, pas de dernier, enfin deux dimanches, un dimanche de Rossignol et un dimanche de je ne sais plus. Et voilà, ça il y a besoin d'un homme.
Au moins de temps en temps dans une maison. Non, non, j'ai pas dit que j'allais faire de mon visiteur mon mari. Non, non, vous m'avez mal comprise là. Vous allez un peu vite en besogne, il me semble, hein. Mais un homme qui a les forces que je n'ai pas. Et qui a aussi la vision. Parce que moi, ça me fatigue rien que d'y penser, cette histoire de fil à linge. Ah, j'ai retendu mon bout de ficelle des dizaines de fois, mais à chaque fois, je me dis, oh merde, il va falloir faire ça. Alors que tu dis à un homme, dis donc, tu pourrais m'aider à tendre le fil à linge? Il dit, bouge pas, je vais le faire. Mais toi, tu fais rien, en fait, tu m'aides, mais en fait, il fait tout. Mais en 5 minutes, c'est réglé, le mec, ça ne lui pose aucun problème d'ordre émotionnel. Donc voilà, c'est comme ça que on peut s'entraider aussi. Ben, c'est pas que les forces physiques. Parce qu'on peut faire sans. Bah oui, j'ai pas de force, donc je fais un jardin autrement. Un tout petit jardin en culture, non pas intensive, mais intensivement associé. Les trucs qui poussent au pied les uns des autres et tout ça. Je ne travaille pas la terre ou très peu en surface. Et puis après, je paille et je paille avec les mottes que j'ai démotées et tout ça. Et puis j'agrandis le jardin comme ça par 30 centimètres successifs toutes les 3 semaines, ce qui commence à faire, hein, après ça augmente la surface de façon intéressante. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la tournure d'esprit. Oh, mais comment on va faire ça? Mais alors, et puis le mec, il dit, bah regarde, bah tu bouges ça, tu mets 3 vis là, voilà, ton machin, ça y est, il est réparé, il est fonctionnel. Ah ouais, ah ouais. Mais toi, t'as pas l'idée. Voilà, c'est pas la même tournure d'esprit. Ah mais tu crois vraiment, mais comment on va... Mais alors comment? Ben voilà, d'abord on fait ci, ensuite on fait ça, on se fournit de ci, de ça, et il faut une boîte de ceci, un paquet de 25 kilos de ça, et puis voilà. Ah d'accord. Mais comment tu vas? Bah comme ça. Voilà le procédé, et puis voilà, on fait, puis on laisse sécher, puis voilà, c'est ça, voilà. Et là, ton poteau, il tiendra. Ah d'accord. Ah, mais c'est simple. Mais comment tu vas creuser? Bah, à la pioche, on va creuser un trou d'un mètre de profondeur. Ah, 1 mètre de profondeur. Mais c'est rien. Ça va faire d'une matinée, tout ça. D'accord. Donc, c'est bien de pouvoir unir nos forces et nos intelligences respectives et nos formes de créativité respectives pour que la vie devienne relativement facile. Alors que quand on est tout seul, on doit faire face aux choses qui nous sont naturelles et aux choses qui ne sont pas naturelles. Donc il nous faut... Bon bref. Et puis moi je me suis toujours vue quand même... c'est vrai, j'allais dire mariée, engagée dans un mariage. Quelque chose de... Un mariage mystique. Alors c'est vrai que je change tout le temps. Bah, de lieu de vie, d'activité, de partenaire. Mais ça c'est pas un choix de ma part. C'est pas un choix. Bah, le partenaire, pas plus que le reste. Ça se fait comme ça. Nous nous quittons, ça ne marche pas. De toute façon maintenant plus rien ne marche. Mais je sais pas. Je sais pas, je pense que c'est quand même le moment que je m'assagisse. Ouais, on peut rigoler. Mais alors, c'est sûr que je ne vais pas chercher un mari comme ça par petites annonces. Ben non, il faut que ce soit la vie qui me l'amène, que ce soit Dieu qui me le choisisse. Bah déjà, un homme un peu qui, à l'instar de mon ami René, est quelqu'un de la terre, est quelqu'un de la matière, quelqu'un qui a déjà cultivé, quelqu'un qui sait vivre d'un rien, qui aime vivre d'un rien, quelqu'un qui est capable non seulement de survivre sans voiture, mais pour qui vivre selon le rythme de la voiture est un déchirement. Quelqu'un qui vient de l'autre monde peut-être. Quelqu'un qui sait vivre dans une cabane, mais proprement. Ouais, proprement. Ben, c'est pas parce qu'on a presque rien et pas l'eau courante qu'on doit être sale, hein. Moi, je me suis jamais autant lavée que quand j'avais pas l'eau courante dans la roulotte. Je me lavais tous les soirs. Je me passais aux gants. Ben, je me douchais pas. Donc, je me douchais en été. Je me douchais d'1 ou 2 litres d'eau chauffée au soleil. Donc, je laissais ruisseler cette eau, même parfois un peu plus qu'une fois par jour, hein, quand j'avais bien chaud. Oh, c'était bon. Mais je crois que je me suis jamais couchée. Bah oui, parce que j'étais à moitié dehors, dans la terre, dans la cendre. Donc je me dis, bah, je vais me coucher propre. Donc je me lavais plus que dans l'appartement où j'avais la douche. Je me douchais pas tous les jours. Par moments si, par plaisir, et pas à d'autres moments, ben non.
Il n'y avait pas besoin. Je sortais pas, j'étais propre, je suais pas. Donc quel besoin, je faisais pas de jardin. Enfin, voilà, donc quelqu'un qui aime vivre comme ça, avec une discipline personnelle. Oui, la discipline personnelle, elle est plus visible quand on vit d'un rien parce que il faut le bois pour le feu. Ouais, on parlera d'une autre fois du feu qu'on n'a pas le droit de faire, mais il faut de l'organisation. Il faut penser quelques heures à l'avance. Il n'y a pas de place pour le laxisme, sinon on vit vite comme un clodo. Dans une maison aussi, hein, si on ne fait pas la vaisselle et tout, ça peut vite tourner court. Mais c'est plus facile. On fout tout dans l'évier, un gros coup d'eau chaude, du produit vaisselle, et puis on règle la question. Il n'en va pas de même quand il n'y a pas d'eau chaude au robinet, ni même de robinet. Donc oui, un homme qui sait vivre à la dure et qui aime ça. À la dure, mais pas juste à la dure. Pas un squatter de trucs abandonnés qui boit de la bière. Non, non. Quelqu'un qui vit à la dure dehors. Cabane de berger. Un amant de grand chemin. Oui, quelqu'un qui marche avec son sac. Puis moi, mon mari, ce sera quelqu'un de formidable. Déjà, il me supportera. Et puis, j'imagine qu'il... Enfin, j'imagine. Je sais qu'il ne s'habille qu'avec des beaux matériaux, des beaux vêtements. Pas de t-shirt avec écrit New York City dessus, hein. De sweatshirt avec écrit New York City, puis de t-shirt en matériaux synthétiques, hein. Hors de question. Moi, je ne peux pas toucher ça. Quand il y a des danseurs qui m'invitent et que je dois poser ma main sur leur épaule et c'est un t-shirt en polyamide, ça me fait dissonner, ouais, carrément. Plus quand mes yeux se posent sur ce matériau, ça grésille dans ma tête. Ouais, donc voilà, c'est quelqu'un qui s'habille de choses qui ont de la classe. Pas forcément acheté dans les magasins. Au magasin de seconde main. Une chemise de lin, flottante, sur un pantalon rapiécé. De lin lui aussi, flottant parce qu'on est en été. Puis il a un grand bâton à la main. Et un chapeau de soleil, forcément. Il faut un chapeau par ces temps empoisonnés. Et il vient vers moi. Il vient de loin. Et je pense même qu'à l'heure qu'il est, il est encore très, 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 très loin. Bon voyage, mon amour. Je t'attends.